C'est depuis 1984 que la République démocratique du Congo n'a pas dénombré sa population. C'est pourquoi la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi, présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a voulu se rendre compte de l'état de l'exécution de la feuille de route pour l'organisation du prochain recensement de la population. Aujourd'hui, M. le Premier ministre a voulu se rendre compte de l'état d'exécution de la feuille de route pour l'organisation du prochain recensement de la population. Et cet échange a permis de fixer un certain nombre de principes en ce qui concerne la mise à disposition du bureau central qui travaille sur cette activité, des moyens financiers nécessaires pour l'exécution de différentes activités. Les gouverneurs de la Banque centrale du Congo a par la même occasion présenté une feuille de route pour la dédollarisation de l'économie nationale. La feuille a été examinée et approuvée. Elle prévoit un ensemble de mesures qui vont s'étaler de fin août à octobre de cette année. Des mesures qui ont une finalité, c'est l'utilisation croissante du franc congolais dans les transactions courantes dans notre pays. La réunion du groupe thématique secteur productif a quant à elle examiné différents dossiers sur la relance des activités de la cimenterie de la province orientale ainsi que sur la revue annuelle des CRP2, dossiers présentés respectivement par le ministre de l'Industrie, des Hydrauliques ainsi que celui du Plan. Le grand rendez-vous tant annoncé et attendu, Etienne Tshisekedi Sassou Nguesso, n'a pas eu lieu. C'est plutôt Albert Moleka, son directeur de cabinet, qui a fait la traversée du fleuve Congo pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, facilitateur des concertations nationales. Le Sphinx délimité n'a pas fait le déplacement de Brazzaville pour des raisons propres à lui, pour lesquelles la première a été réservée au président Denis Sassou Nguesso. J'étais porteur d'un message du président Etienne Tshisekedi à son frère, le président Denis Sassou Nguesso, pour lui faire part des détails de l'empêchement un peu sérieux dû à des raisons personnelles qui ont fait qu'il n'a pas pu effectuer ce voyage. Donc j'en ai livré les détails et le président Tshisekedi espère que dès que l'agenda du président Sassou Nguesso, qui doit se déplacer très bientôt, le permettra, ils pourront rediscuter pour se revoir le plus rapidement possible et partager sur tous ces sujets d'intérêt partagé. Alors, l'indisponibilité de M. Tshisekedi ne donne-t-elle pas raison à tous ceux qui pensent que la médiation du président Sassou est une mission impossible? Non, je viens de vous dire que pas cette indisponibilité, mais le fait que le président Tshisekedi n'a pas pu effectuer cette traversée était dû à un empêchement sérieux d'ordre personnel. C'est depuis le 15 décembre 2008 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé par sa résolution 63-1391 désigner le 19 août journée mondiale de l'aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde, à l'importance de la coopération internationale dans ce domaine et de rendre hommage à tout le personnel humanitaire des Nations unies et au personnel associé qui s'emploie à promouvoir la cause humanitaire, ainsi qu'à celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission, et invite tous les États membres de l'entité du système des Nations Unies dans les limites de ressources existantes, ainsi que les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à marquer cette journée chaque année comme il convient. Cette année, la Journée internationale des aides humanitaires a pour thème international « De quoi le monde a-t-il besoin ?» Son objectif sera promouvoir une campagne internationale visant à faire participer le plus de nombre possible à un projet humanitaire.
Après la mort d'un sujet norvégien décédé à la prison d'Endolo, une délégation norvégienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères est venue rencontrer le Premier ministre pour s'enquérir de la situation. Le Premier ministre a transmis à cette délégation la compassion de son gouvernement tout en les rassurant de son soutien. Il faut que nous puissions préciser que les 2 prisonniers norvégiens, parmi lesquels celui qui vient de rendre l'âme, avaient fait l'objet de poursuites régulières au niveau de la justice congolaise. Et ils ont été condamnés jusqu'au 2e degré. C'est à la suite d'un homicide d'un compatriote, leur chauffeur, dans la province orientale, lequel chauffeur avait effectivement trouvé la mort du fait de ces 2 Norvégiens. Et donc ils ont été condamnés et ils étaient en prison, ce qui est tout à fait normal du point de vue légal. Maintenant qu'il y a celui-là qui est décédé, son gouvernement a voulu s'enquérir de ce qui est passé. Les enquêtes ont été faites, on n'a pas encore toutes les conclusions, mais le gouvernement, par les truchements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il fallait d'abord transmettre la compassion du gouvernement congolais, parce qu'il s'agit quand même du décès d'un individu. Et ensuite, il fallait rassurer le gouvernement de la Norvège que toutes les dispositions sont prises au niveau du gouvernement congolais pour la suite des actions qui doivent être menées en ce qui concerne ce dossier. Près de 7 millions d'enfants et adolescents de 5 à 17 ans sont en dehors de l'école en République démocratique du Congo. D'où la nécessité de la tenue d'un atelier dont la mission est de réfléchir de manière approfondie sur la politique à adopter et stratégie de mettre en place pour combattre efficacement l'exclusion scolaire actuelle et à venir en République démocratique du Congo. Il s'agira également de proposer des solutions stratégiques durables susceptibles d'offrir des stratégies et des conditions sécuritaires d'apprentissage à tous les enfants congolais d'âge scolaire. L'UNICEF, qui accompagne le ministère de l'EPSP dans ses programmes, souhaite voir tous les enfants, filles et garçons, d'aller à l'école. Nous avons, ensemble avec d'autres partenaires, notamment avec DIFIT, soutenu le ministère de l'Éducation primaire, secondaire et professionnelle dans l'élaboration de cette étude. Donc nous avons fourni l'appui technique parce que l'UNICEF s'est engagé globalement à soutenir de nombreux pays dans le même type de démarche. Nous avons constaté que malheureusement, il y a encore trop d'enfants qui n'arrivent pas à l'école alors qu'on voudrait arriver à une scolarisation universelle. Et donc nous avons aidé à élaborer cette étude pour permettre de savoir exactement qui sont les enfants qui ne sont pas dans le système scolaire, pourquoi ils ne sont pas là, et puis aujourd'hui proposer ensemble avec tous les acteurs des stratégies pour remédier à cette situation. Les gouvernements congolais qui s'étaient engagés dans cette lutte promet de tout mettre en œuvre pour élever les défis. La première chose que le gouvernement a prise se réfère au message du président de la République depuis août 2010 qui a décidé qu'on mette en œuvre la politique de la gratuité. Donc nous sommes dans ça, nous devons tout faire pour qu'elle soit vraiment effective et partout. Que tout le monde comprenne, les communautés, les provinces, que chacun doit mettre la main à la pâte pour que la gratuité soit effective afin de ramener le plus d'enfants à l'école et beaucoup plus la jeune fille. Maintenant, l'atelier concerne les mesures pratiques qui doivent être prises au niveau de chaque province, parce que chaque province a une particularité. Vous avez des provinces où les enfants sont en dehors de l'école parce qu'il y a les mines. Vous avez des provinces qui ont des enfants en dehors de l'école parce qu'il y a des conflits armés. Et alors il faut trouver une particularité pour chaque province, faire des recommandations concrètes que nous allons essayer de mettre en œuvre en concert avec ces différentes provinces. La politique et des stratégies novatrices que cet atelier va suggérer vont combattre les facteurs de vulnérabilité, de retard et d'exclusion scolaire dans les milieux ruraux ainsi qu'urbains dans les zones de conflits et de forte production des ressources minières. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, WILPS, s'est dite très honorée de l'élévation de Mme Julienne Lusenge, activité de droit et promotion de la femme, au rang de chevalière de la Légion d'honneur de la République française.
À cet effet, une cérémonie de félicitations à l'heureuse promis a été organisée par ce regroupement qui milite pour les droits des femmes à travers le monde. Une reconnaissance que la présidente de WILF RDC qualifie de pas de géant. Nous, femmes congolaises, nous devons aller plus loin et donner corps à une véritable défense des droits des femmes qui doit faire avancer les droits humains contre toutes les inégalités dues aux stéréotypes, au conservatisme, aux us et aux coutumes. Le travail, la solidarité et la mobilisation sans faille pour notre pays doit être notre leitmotiv. Au nom de la lauréate, sa représentante a remercié les autorités françaises pour cette marque de reconnaissance. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement français qui a bien voulu honorer une activiste congolaise en signe de reconnaissance de son militantisme distinctif et avéré, en la décorant au titre de chevalière de la Légion d'honneur. À cette occasion, des cadeaux symboliques ont été remis également aux femmes récemment promues dans de hautes fonctions et grades dans l'armée nationale, dans la magistrature et dans l'administration publique pour leur témoigner le soutien et l'accompagnement de toutes les femmes de la République dans ces nouvelles charges. La situation sécuritaire au Nord Kivu, jugée tendue et volatile, est restée sous les contrôles des forces onusiennes et congolaises la semaine qui vient de s'achever. Cependant, les M23 maintiennent toujours ses positions à Kibati, dans la région de Trois Tours. De ces faits, les unités de la force de la MONUSCO déployées dans cette province sont placées en alerte maximale dans les buts d'intervenir toute progression d'éléments de groupes armés vers la capitale provinciale, notamment ceux du M23. Toutefois, malgré ces efforts déployés par la force de la MONUSCO et l'armée nationale, la paix n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qui a suscité la pression et les soulèvements de la population des Béni pour réclamer la paix aux autorités compétentes. La MONUSCO a donné sa position face à cette situation. Nous avons été, et nous sommes toujours d'ailleurs en contact avec les autorités de Béni. Nous avons rencontré la société civile de Béni, nous avons échangé avec elle, nous avons fait connaître notre position et notre point de vue. Et je pense que dans l'ensemble, bien que nous comprenons l'impatience de la société civile de Béni, cette société civile aussi a compris nos besoins opérationnels. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de problème. Les autorités de la ville de Béni ont lancé un appel à la population pour dire, dans le respect, je crois, de la libre expression, ceux qui veulent respecter les journées villes mortes peuvent le faire, mais ceux qui ne veulent pas respecter cette journée ville morte doivent continuer à s'adonner librement à leurs occupations sans être inquiétés. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Béni, la population s'exprime, la ville est à peu près normale, nos opérations ne sont pas empêchées, nos véhicules, non seulement les véhicules de la MONUSCO, mais les véhicules de tout le système des Nations Unies continuent à circuler normalement et à remplir son mandat. Dans le cadre de la protection de l'enfant, la MONUSCO a libéré 51 enfants, dont 6 filles, des rangs de plusieurs groupes armés rassemblés dans les camps de formation de FARDC dans la province du Sud Kivu. « 127 Congolais habitants du territoire des Nyiragongo dans la province du Nord Kivu ayant fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 pour s'abriter au Rwanda ont regagné le pays depuis le week-end dernier. Ils ont été placés dans les camps de déplacés internes des Mugunga 3 à proximité de Goma, en attendant les retours dans leur village encore sous l'emprise de l'insécurité. C'est confiant à l'agence congolaise de presse. La secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés, Mme Bertonzinga Ilanga, qui avait d'ailleurs conduit une mission du gouvernement congolais au Rwanda, a expliqué que cette mission avait pour objectif de convenir avec les autorités rwandaises des modalités de ces rapatriements volontaires. En effet, cette opération entre dans le cadre des accords tripartites signés le 17 février dernier entre la RDC, le Rwanda et le Haut Commissariat des réfugiés. Ensuite, conclu le 30 juillet à Goma. De son côté, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, s'est dit satisfait du retour de ses administrés avant de féliciter la délégation du gouvernement central
de la célérité et du professionnalisme avec lesquels la mission a été effectuée. De la promesse à l'acte, le Premier ministre de la République démocratique du Congo vient de concrétiser ce mercredi 21 août 2013 les instructions de l'initiateur de la révolution de la modernité, Joseph Kabila Kabange, relatives au financement des travaux de construction de l'immeuble de 11 niveaux pour le gouvernement central. Au nom de son équipe, le chef du gouvernement, Matata Ponyo, a autorisé le premier décaissement estimé à plus de 6 milliards 459 millions de francs congolais, soit plus ou moins 34 millions de dollars américains pour cette construction confiée à l'entreprise chinoise Zhengwei Technic Corporation. Le Premier ministre circonscrit la rencontre qui a une forte symbolique. Nous avons donc pensé qu'il était important que le premier paiement se fasse de la manière la plus officielle possible. Ceci pour témoigner à la face de tous les Congolais qu'effectivement, les travaux financés par des ressources propres du Trésor public, ça constitue une réalité vivante. Le respect du délai de construction du dit immeuble, soit fin décembre 2014, et le sentiment de gratitude à l'égard du chef de l'État, Patrice Kitebi et Fridolin Kaswechi en ont parlé. Saisir l'opportunité de cet événement pour féliciter d'abord le chef de l'État pour son leadership visionnaire et pour votre implication. Vous remercier vous aussi pour votre implication personnelle à concrétiser tous les engagements du chef de l'État. L'un des atouts d'un partenariat durable, c'est l'équité et le respect des engagements mutuels. Je pense que l'acte que vous présidez aujourd'hui témoigne de notre détermination à respecter nos engagements. Le directeur général des Zhengwei Technic Corporation, SPRL, Liu Zigang, qui a remercié les autorités du pays pour leur marque de confiance, a repris l'engagement ferme de rendre ces bâtiments comme convenu en respectant les termes de référence. Pour consolider les acquis de l'assainissement et l'embellissement de la commune de la Gombe, entamé il y a peu sur l'initiative du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, les habitants de la commune de la Gombe vont dans les tout prochains jours commencer à payer les taxes en vue de prendre en charge l'assainissement de leur municipalité conformément à la loi. Le Premier ministre a suggéré maintenant que de la même manière que nous avons commencé avec la Gombe pour l'assainissement, nous évoluons maintenant que la prise en charge de cet assainissement soit assuré par la ville. Donc l'arsenal juridique a prévu des lois sur la nomenclature des taxes où une taxe est retenue justement pour l'assainissement de la ville. C'est ce que j'avais dit autrefois, quand vous voulez habiter Gombe. Gombe, c'est une commune VIP. Il faut supporter le coût. Ça a un coût. Alors la taxe est prévue, c'est la loi. Donc maintenant, nous allons essayer de demander aux assujettis, aux habitants de la Gombe de payer cette taxe. Et c'est cette taxe qui va prendre en charge la consolidation de ces acquis, dont l'assainissement, l'embellissement de la commune de la Gombe. Désormais, il ne sera plus question pour les élèves finalistes du cycle secondaire d'aller au maquis. Mesure prise par l'autorité urbaine pour éviter le mauvais résultat observé aux examens d'État édition 2012-2013. Il faut faire un diagnostic. Pourquoi c'est 50%? Pourquoi ces mauvais résultats? Et à ce diagnostic, il faut trouver une thérapeutique. Allez, parmi les pistes de solutions, nous avons pensé que nous connaissons l'expérience de maquis dans la ville de Kinshasa. Étant qu'une je sais qu'est-ce qui se passe dans les maquis. Et le maquis, c'était pour que les enfants restent ensemble, qu'il y ait cette solidarité. Celui qui est fort en mathématiques explique les autres, celui qui est fort en anglais, ainsi de suite. Mais ce n'est plus ça, c'est vraiment un coin de retrouvailles où ils prennent la boisson, ils n'étudient pas. Alors, parmi les mesures, la thérapeutique de choc que je dis, voilà, premier remède, plus de maquis dans la ville de Kinshasa. En outre, de mesures sévères seront appliquées aux écoles qui obligent les parents d'acheter les uniformes à l'école.
ketch eza nango $50 ya lingi basomba oyo aye na école na $150. Uniforme eza nango soki papa somi maître ya chemise na pantalon na $100 atongili ba uniforme ya lingi basomba oyo aye ya $200. Préfet oyo ako obligé parce que soki oza no makoki na yo omoni kinaki nosomba na école ke nosomba yo moko mais ezala obligatoire te. Eza te ke mwana nyonso il faut kasomba kaka uniforme ya école. Akoki kozwa modèle akotongisa na cité, akozwa modèle aketch akosomba libanda, mais préfère ko rendre ngo obligatoire na kolongola ye mosala. Le comité préparatoire paritaire des prochaines concertations nationales a clôturé ses travaux ce mercredi 21 août 2013. L'ambiance conviviale qui a caractérisé ces séances de travail n'a pas laissé indifférents les membres de ces comités. Nous n'avions que deux missions. Enrichir le règlement intérieur et les thématiques, c'est tout. Et dans le règlement intérieur, le président avait fait un certain travail. Nous avions corrigé ou apporté des modifications là où nous avions pensé apporter. Il nous a soumis aussi certains soucis qu'il avait, que ce soit d'ordre financier ou d'autres ordres. Nous avions mis un peu tous ces points-là à l'ordre et ça reste à leur discrétion qu'ils ont à soumettre au chef de l'État. Le consensus était le mode de travail au cours des séances du comité préparatoire, comme l'atteste cet autre membre du comité préparatoire, membre de l'opposition politique. Quand on a donné le délai, je suis certain que le président ne savait pas que la tâche allait être aussi longue. C'est vrai, mais ça ne signifie pas qu'il y ait eu des problèmes, ni des couacs, ni des points de rupture, non. C'est tout simplement parce que les délégués ont tous voulu discuter dans le fond chaque problème important. Il y a des problèmes très faciles et très rapides. Mais il y en a d'autres qui ont nécessité de longs débats, mais chaque fois, et c'est ça qu'il faut dire avec insistance, chaque fois, on a trouvé des solutions consensuelles à tous les problèmes qui se sont posés, sans qu'il y ait eu un seul risque de rupture et de blocage. En ce qui concerne la sécurité des participants à ce forum national, les comités préparatoires s'y est également attelés. Nous avons constaté qu'on ne peut pas prévoir immunité dans un règlement intérieur. Même à l'Assemblée au Sénat, les immunités sont incluses dans le règlement intérieur parce que la Constitution est déjà prévue. D'ailleurs, si vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée du Sénat, nous reprenons textuellement la lettre de la Constitution. Donc, on ne peut pas faire cette entorse-là aux lois et à la Constitution. Ça, c'est les deux. Le projet de règlement intérieur du président comprend déjà des dispositions de sécurisation et d'ouverture, j'allais dire, de l'exercice libre du droit à la parole et du droit à la proposition par rapport aux problèmes que nous allons débattre en concertation nationale. Nous avons trouvé une solution, nous nous sommes dit, même si on parle de l'opposabilité, il faut voir aussi le réalisme politique. Il ne suffit pas de prendre une décision pour croire qu'elle sera appliquée. Et donc nous avons proposé une formulation qui répond exactement aux préoccupations des uns et des autres, et c'est ce qui a dégagé le consensus. Les travaux au niveau du comité préparatoire achevés, il appartient au présidium de ces assises nationales d'y apporter ses amendements pour enfin convoquer les concertations nationales proprement dites. Il y a eu des tirs des obus entre Goma et Kigali. C'est en fait une nouvelle attaque massive que le FARDC, appuyé efficacement par la brigade internationale de la MONUSCO, ont fait face depuis la nuit de ce mercredi à jeudi. La force régulière soutenue par la brigade internationale ont réagi en défensif et cette contre-offensive a permis d'infliger de nouveaux revers aux assaillants dont 17 ont été tués. Information précisée par le porte-parole du gouvernement au cours de son échange avec la presse ce vendredi. Hier jeudi, en début d'après-midi, 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma, touchant Katindo Gauche, Mugara, Office 2 et dans la proche banlieue de Mouniki. Cette pluie de bombes a provoqué des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, notamment une femme morte à Mouniki avec ses 3 enfants,
et 12 blessés. Cette contre-offensive a permis d'infliger des revers importants aux assaillants, dont 17 ont été tués jusqu'à hier, parmi lesquels 2 de leurs chefs, les colonels autoproclamés Hama et Tamboué, qui ont donc perdu la vie aux côtés de 15 éléments de la coalition M23 et alliés. Les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo ont en outre pu détruire hier le dépôt de munitions des M23 à Kibumba, un dépôt qui a brûlé pendant plus de 24 heures, ce qui vous donne une idée du volume des approvisionnements qui sont acheminés à partir du territoire rwandais en faveur de cette force négative qui déstabilise la RDC. De manœuvres perpétrées par les assaillants du M23 depuis Goma vers Kigali pour montrer que l'État congolais qui est en train de faire montre sa position au regard de cet État. Chose curieuse, le gouvernement congolais avait autrefois démenti les allégations des autorités rwandaises au sujet des bombardements du 15 juillet 2013, avait démontré que ceux-ci, citant qu'ils ont eu lieu effectivement, pouvaient être le fait du mitin du M23 désiré de donner à l'armée rwandaise un prétexte commode pour justifier le soutien qu'ils apportent et qu'il lui faut une large condamnation internationale. Ceci doit être dit pour tordre le cou aux insinuations inconséquentes de ceux de nos frères congolais qui, à l'instar de ce candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2011, se sont trouvés une nouvelle vocation d'empêcheurs des concertations nationales, qui lui réclamaient pourtant à corps et à cri il y a seulement quelques jours. Ces compatriotes qui ne craignent pas le ridicule, se complaisent peut-être pour se gargariser de leurs propres images à la télévision ou du son de leur propre voix à la radio, dans une sorte de don quichotisme, en déclarant la guerre à un prétendu projet de révision de l'article 220 de la Constitution qui n'existe que dans leur imagination féconde. En rapport aux concertations nationales, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Obalanga a rappelé à l'assistance la tâche ardue qui était donnée à ces groupes de contact aux fins de ressortir les résultats escomptés, qui amène le processus de ces assises nationales à son dernier virage, en rappelant l'objet de l'ordonnance du chef de l'État convoquant les concertations dont elle est une réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte de tous les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale. L'impôt forfaitaire dont devrait payer le petit commerce qui s'élève à 50 000 francs congolais a fait l'objet d'une étude minutieuse au cours d'une rencontre entre le gouverneur de la ville et les ministres des Finances pour étudier les voies et moyens pour de mesures d'exécution appropriées à cet impôt dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville nous a confirmé encore qu'il n'est ni contre l'impôt, ni contre l'ordonnance du chef de l'État, ni contre le gouvernement central. Il nous a situé exactement le contexte précis dans lequel il fallait prendre. Il est patron d'un certain nombre d'assujettis. Il est particulièrement soucieux notamment de la petite catégorie des mamans qui vendent au marché. Et nous avons eu une discussion très franche sur la question. Et nous avons convenu qu'on mettait en place une commission. L'impôt est dû, mais il faut trouver les modalités pour que cet impôt soit payé de manière à ce qu'il ne pèse pas sur la trésorerie et sur la vie des citoyens. Dans l'optique de rendre la ville de Kinshasa plus propre, le gouvernement provincial compte consolider les acquis à ces sujets, suivant les orientations du Premier ministre. Le ministre des Finances vient de confirmer que nous avons eu des discussions franches. Nous travaillons tous pour la population. La loi, c'est la loi. L'impôt, c'est l'impôt. Je n'ai jamais demandé au Kenya de ne pas payer. Je dis que l'impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. Il vient de préciser lui-même que je me battais pour une catégorie de la population. Donc, c'est cette même population qu'il a placé ministre des Finances
nous avons mis sur pied une commission qui va travailler. Le plus important, que le civisme fiscal soit rétabli dans l'ensemble de la République, et le Congolais doit savoir qu'il doit payer l'impôt, mais que cet impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. C'est tout. Pour y parvenir, il sera mis en place dès le mois de septembre une taxe pour l'assainissement de la ville de Kinshasa et qui, dans un premier temps, ne va concerner rien que la commune de la Gombe. Le centre de formation en anglais Kinshasa Language Consultants KLC a clôturé ce vendredi 23 août la session spéciale de formation en anglais ouverte aux vacanciers. À l'occasion de la remise officielle des brevets aux vacanciers ayant suivi avec succès la session de formation en anglais, la salle de spectacle du collège Elika a reçu le parrain de lauréats. Une cérémonie hautement démonstrative au cours de laquelle les lauréats, aussi bien des écoliers et élèves du secondaire, ont mis en exergue les compétences acquises en anglais durant cette semaine d'intense formation. Giving the floor, I'm Français Ngouinbinda. Here's your teenagers who have to talk or say a few words about rap. These are my eyes. This is my nose, this is my mouth. So created some new friendships, the class was really exciting and good. A person who eats dog meat, cassava bread sausage fish, when you eat french fries. Totale satisfaction exprimée par la directrice de KLC à l'issue de cette session spéciale vacances. Kinshasa Language Consultants, nous enseignons principalement l'anglais, la langue anglaise, mais il y a aussi l'allemand. Nous faisons des traductions de tous les documents. Vous venez chez nous et vous serez satisfait. Alors, chaque grande vacances, on organise des cours pour les écoliers, les enfants de l'école primaire et les élèves de l'école secondaire. Alors, nous prenons tous les âges, en commençant par 6 ans jusqu'à 17, 18, voire même 20 ans. Alors, c'est chaque grande vacances, ils viennent passer 7 semaines avec nous et nous pouvons vous rassurer, comme vous avez vu vous-même, que c'est très intéressant. Les enfants, les parents surtout, ne perdent rien du tout. Satisfaction également du côté de lauréats vacanciers qui ont saisi cette opportunité pour s'adresser à leurs amis de suivre leur exemple. Je suis très ravie d'apprendre mon anglais à KLC et je peux parler anglais, je peux parler avec tout le monde. Every dear parent, I ask you to bring your children next year at KLC to be with me and they will learn and speak English. Je suis très ravi d'avoir terminé ma session au KLC. Maintenant là, je peux parler l'anglais couramment. J'invite tous mes amis qui sont à la maison et qui veulent apprendre l'anglais pendant les vacances de venir au KLC. Now I can speak English very well. J'ai vraiment pris du plaisir à passer mon temps au KLC parce que j'y ai appris plein de trucs en anglais et j'ai pu améliorer aussi ma langue. So I expect that you will come next year to perform your language. It's a very good center. J'invite tous les amis à venir passer les vacances à KLC. My school is KLC. It is situated at Gombe. We speak, we count and you write in English. Ça n'est fini avec la formation spéciale vacances pour cette édition, mais les cours ordinaires en anglais général et anglais affaires se poursuivent au KLC avec différentes vacations, notamment matin, midi et soir.